L'avocate de mon ex a dit, elle ne peut même pas se permettre le déjeuner de son enfant. Elle n'est pas apte à être mère. Tout le monde est resté assis et a ri. Puis mon fils s'est levé, a brandi une lettre et a dit, « Papa me l'a donnée chez Toybox la semaine dernière. Le juge devrait la lire. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le silence s'est fait dans la salle d'audience après sa déclaration. Elle n'a même pas les moyens de payer le déjeuner de son fils. Elle n'est pas apte à être mère. Cette phrase n'est pas restée en suspens. Elle m'a frappé en plein cœur. Et le pire, c'est qu'il m'a regardé droit dans les yeux en la prononçant, comme s'il voulait voir l'impact. Comme si m'humilier faisait partie de la stratégie. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré. J'ai gardé les yeux fixés sur la juge, même si je sentais le regard de mon fils me brûler la nuque. Ethan était juste derrière moi, petit et silencieux sur le banc, observant les adultes dans la pièce se disputer pour savoir où était sa place. Marcus, mon ex, était assis là, tel le père parfait dans un costume sur mesure, les mains croisées, le visage calme. Mais je savais. Je connaissais la vérité qui se cachait derrière son inquiétude feinte et son image soignée. Et maintenant, il avait un avocat, Brad Levix, un homme dont chaque phrase sonnait comme une plaidoirie finale, tranchante et répétée, conçue pour faire mal. Il mérite la stabilité, a ajouté l'avocat. Une structure, pas des repas de fortune et des chaussures de seconde main. Je restais silencieuse, mais ma mâchoire était si serrée qu'elle en était douloureuse. Il me faisait passer pour une chienne errante ramassant les miettes sur le trottoir. Pas pour une mère qui cumulait 2 emplois et se couchait le ventre vide plus de nuits que je ne pouvais les compter. Pour que son fils n'ait jamais à le faire. Je ne sais pas ce que je m'attendais à voir ensuite. Peut-être rien. Peut-être que je pensais que le tribunal prendrait ses paroles pour argent comptant, que les mots resteraient suspendus dans l'air comme une vérité, simplement parce qu'ils avaient été prononcés avec assurance. Mais alors, Ethan s'est levé. Sans bruit, sans drame. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas pleuré. Il a simplement plongé la main dans la poche de son manteau et en a sorti une lettre pliée et froissée. Il s'est avancé et a dit d'une voix claire, « Votre honneur, mon père a laissé ça dans mon coffre à jouets la semaine dernière. Je pense que vous devriez la lire. » Toutes les têtes se sont tournées. Même Marcus a semblé confus un instant, comme s'il ne se souvenait pas de ce qu'il aurait pu laisser derrière lui. J'ai regardé mon fils, le garçon dont il disait que je ne pouvais pas m'occuper, et j'ai senti quelque chose basculer. La peur n'a pas disparu, mais elle s'est déplacée. Quelque chose de plus fort a pris sa place. Parce que lorsqu'un enfant choisit la vérité plutôt que le silence, la peur, ou la loyauté envers quelqu'un qui ne la mérite pas, cela signifie quelque chose. Cette lettre a tout changé. Mais ce moment précis, c'est là que l'histoire a vraiment commencé. Et pour comprendre ce qui nous a amenés ici, vous devez savoir ce que j'ai traversé, ce à quoi j'ai survécu, ce que j'ai sacrifié. Laissez-moi vous ramener en arrière. Je n'ai pas commencé forte. Je le suis devenu parce que je n'avais pas d'autre choix. Quand j'ai quitté Marcus, je ne suis pas parti avec confiance. Je suis parti avec la peur au ventre et un sac allongé sur l'épaule. Ethan n'avait que 4 ans, il s'accrochait encore à moi toutes les nuits, ne comprenant pas pourquoi nous ne pouvions pas retourner dans la maison avec la grande télévision et le jardin où il avait l'habitude de courir. Je ne lui ai pas dit que ce jardin était devenu une cage. Que l'homme qui le bordait le soir pouvait aussi m'ignorer pendant des jours si le dîner n'était pas parfait ou si le salon n'était pas assez propre. Je ne suis pas parti parce que j'avais cessé d'aimer celui que je pensais que Marcus était. Je suis parti parce que rester signifiait perdre des morceaux de moi-même que je ne pourrais jamais récupérer. Pendant un certain temps, nous avons dormi sur le canapé-lit chez ma mère. C'était à l'étroit, c'était bruyant, et c'était sûr. Elle ne demandait pas grand-chose, mais elle me rappelait souvent que j'avais créé ce désordre et que je devais trouver un moyen de le régler. Ce genre d'aide fait mal, mais c'est quand même de l'aide. Je l'ai accepté. J'ai commencé à travailler de nuit pour nettoyer des bureaux, puis le matin à remplir les étagères dans un magasin à bas prix. J'emmenais Ethan à la garderie à pied, je rentrais, je changeais de vêtements et j'allais à des entretiens d'embauche avec des chaussures bon marché qui me donnaient des ampoules au talon. Chaque jour était une corvée. Chaque dollar comptait. Je notais tout sur un carnet. Les courses, l'essence, le ticket de bus. S'il me manquait 20 $, quelque chose n'était pas payé. Mais Ethan n'a jamais rien su de cette partie. Il n'a jamais vu les nuits où je m'asseyais sur le sol de la salle de bain, la porte fermée, essayant de trouver autre chose que je pourrais vendre ou annuler. Il ne voyait que les déjeuners préparés, les histoires avant de dormir, les câlins au moment de le déposer. Je m'en assurais.
Finalement, nous avons emménagé dans un petit appartement de 2 chambres au-dessus d'une laverie. Le plancher grinçait et la tuyauterie gémissait comme si elle était vivante. Mais c'était à nous. Ethan a choisi la chambre avec la fenêtre donnant sur la ruelle. Il a collé des dessins au mur et l'a appelé son fort. Je me souviens de la première nuit là-bas, allongé sur un matelas par terre, le tenant dans mes bras alors qu'il chuchotait « J'aime bien ici. C'est calme. » Ça m'a un peu brisé le cœur. Il avait 5 ans, et tout ce qu'il voulait, c'était le calme. Je suivais des cours en ligne pendant ses siestes et après son coucher. J'avais décidé que je serais plus que ce que Marcus disait que je serais. Il me disait souvent que je ne survivrais jamais sans lui. Que j'étais trop douce, trop lente, trop dépendante. La vérité, c'est que je ne savais même pas que j'en étais capable jusqu'à ce que je doive l'être. Je me suis habitué à l'épuisement. Je suis devenu doué pour résoudre les problèmes sans argent. Je suis devenu quelqu'un de nouveau. Ethan me donnait des raisons chaque jour. Il remarque tout, même quand je préférerais qu'il ne le fasse pas. Quand mon manteau a été trempé par la pluie et que je n'en avais pas de rechange, il m'a donné son sweat à capuche et m'a dit que je pouvais l'emprunter jusqu'à ce que je grandisse. Quand j'ai manqué la réunion des parents bénévoles à l'école parce que mon service s'est terminé tard, il a dit à sa maîtresse que je sauvais des vies. Il ne savait pas que je balayais des salles de pause et que je sortais des sacs poubelles 2 fois plus gros que moi. Mais je l'ai laissé le croire. Nous avons construit un monde ensemble, petit, désordonné, mais plein d'amour. J'ai fait des erreurs. Je n'étais pas toujours patiente. Parfois, je m'emportais quand j'étais trop fatigué pour réfléchir. Mais Ethan ne m'en a jamais tenu rigueur. Il cherchait toujours ma main. Il me pardonnait toujours plus vite que je ne me pardonnais moi-même. C'est pourquoi le retour de Marcus a été si difficile. Après avoir disparu de nos vies pendant près d'1 an, il est réapparu, soigné, souriant, agissant comme s'il avait toujours été là. Il a commencé à prendre Ethan les week-ends, puis à demander plus de temps, puis à mentionner nonchalamment la garde. Je pensais qu'il bluffait jusqu'à ce que la lettre arrive. Il avait demandé la garde exclusive, affirmant que j'étais instable, inapte, peu fiable. Il a énuméré tout ce que je n'avais pas. Pas de revenu à temps plein, pas de voiture, pas de diplôme universitaire. Il a omis tout ce que j'avais. Un foyer sûr, un enfant qui s'épanouissait, un lien que l'argent ne peut pas simuler. Je n'arrivais pas à y croire. Je fixais l'enveloppe juridique, les mains tremblantes, lisant chaque ligne 2 fois. Puis je l'ai posée, je suis entré dans la chambre d'Ethan et je l'ai regardé dormir. Je me suis assise sur le bord de son lit et je me suis fait une promesse. Je me battrai, non pas avec la haine, non pas avec la peur, mais avec la vérité. Parce que personne n'a le droit de réécrire notre histoire. Je pensais que Marcus bluffait quand il a dit qu'il voulait la garde exclusive. J'avais l'impression que c'était quelque chose qu'il disait pour obtenir une réaction, pour voir s'il avait encore du contrôle sur moi. Pendant la majeure partie de notre mariage, c'était son pouvoir. Faire des menaces qu'il n'avait jamais à mettre à exécution. Mais cette fois, il ne bluffait pas. Il avait un avocat, un plan et une version de la réalité que je reconnaissais à peine. En lisant le dossier du tribunal, c'était comme lire l'histoire de quelqu'un d'autre. Selon Marcus, j'étais instable, émotionnellement erratique, incapable de fournir un environnement sûr et sécurisé. Il a inclus des photos de notre appartement prises lors d'une des visites d'Ethan, en s'assurant de capturer la vaisselle sale dans l'évier et une pile de linge dans un coin. Il a fait passer cela pour de la misère, pas pour un foyer habité par une mère qui travaille et son fils en pleine croissance. Il a affirmé que j'étais financièrement irresponsable parce que je ne possédais pas de voiture. Il a dit que j'étais socialement isolé, que je manquais de soutien. Il a même inclus des citations de l'enseignante d'Ethan, totalement sorties de leur contexte, suggérant que mon fils semblait parfois fatigué ou distrait à l'école. Assise à la table de la cuisine avec ses papiers, j'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais construit à partir de rien était transformé en une arme contre moi. J'ai contacté l'aide juridique et on m'a assigné une avocate commise d'office nommée Carla. Elle était gentille et honnête. Elle n'a rien enjolivé. Elle m'a dit que l'avocat de Marcus avait la réputation d'être agressif et persuasif. Je lui ai demandé quelles étaient nos chances, et elle a fait une pause avant de répondre. Cette pause en disait plus que n'importe quel mot. Les audiences ont commencé 2 semaines plus tard. La première a été un coup de poing dans le ventre. Marcus est arrivé, l'image même de la responsabilité. Coupe de cheveux fraîche, costume neuf. Sa petite amie était assise à côté de lui dans un chemisier crème, tenant un carnet en cuir comme si elle était son assistante. Je n'avais pas de costume.
Je portais mon plus beau chemisier, celui que je mettais pour les entretiens d'embauche, et des ballerines noires qui me serraient les côtés. Carla m'a conseillé de rester calme, de répondre simplement et de ne pas m'emporter. Ce premier jour, j'ai à peine parlé. C'est l'avocat de Marcus qui a fait l'essentiel du discours. Il m'a dépeinte comme une personne dépassée, tirant le diable par la queue et émotionnellement instable. Il parlait avec assurance, comme s'il savait que la juge était déjà d'accord. J'ai gardé la tête haute et les mains sur mes genoux, mais mon cœur battait la chamade. Je n'arrêtais pas de jeter des regards en arrière vers Ethan, qui était assis tranquillement avec ma mère derrière moi. Il avait l'air si petit sur ce banc en bois, Bull ne bougeait pas. Il se contentait d'observer. À la maison, j'essayais d'agir normalement. Je ne voulais pas qu'Ethan ressente le poids de ce qui se passait, mais il n'était pas dupe. Il remarquait mes silences. Il remarquait quand je restais trop longtemps à fixer l'évier. Un soir, il m'a demandé s'il avait fait quelque chose de mal. Non, mon trésor, ai-je dit en m'agenouillant devant lui. Tu es parfait. Rien de tout cela n'est de ta faute. Il a hoché la tête et m'a serré fort dans ses bras, mais je voyais bien qu'il n'était pas rassuré. C'est ça, avec les enfants. Ils n'ont pas besoin d'entendre tous les détails pour comprendre que quelque chose ne va pas. Ils le sentent. Et ils sentaient tout ce que je ne pouvais pas dire. À la deuxième audience, Marcus a mis plus de pression. Il a soutenu qu'Ethan avait une meilleure chance d'avoir un avenir stable avec lui. Il a mis en avant son revenu, sa maison en banlieue, sa capacité à offrir des activités extrascolaires et une école privée si nécessaire. Je n'avais aucun moyen de contrer ces affirmations. Que pouvais-je offrir ? Un appartement en location et une école publique avec des enseignants surchargés et des moyens limités. Je ne pouvais pas argumenter avec des chiffres. Mais je connaissais la vérité. Je savais qui aidait Ethan à faire ses devoirs tous les soirs. Qui lui lisait des histoires. Qui lui tenait la main quand il faisait des cauchemars. Je savais qui se présentait à chaque réunion parent-professeur, même si cela signifiait quitter le travail plus tôt et perdre une partie de mon salaire. La juge a écouté tout cela en silence. Elle ne laissait pas transparaître grand-chose, et ça m'effrayait. J'avais besoin qu'elle voie au-delà de l'image soignée de Marcus. J'avais besoin qu'elle voie le lien qui nous unissait, mon fils et moi. Mais comment prouver l'amour dans une salle d'audience ? Comment mesurer la stabilité quand elle est construite sur la ténacité, et non sur l'argent ? Puis quelque chose a changé. Ethan a commencé à écrire. Je ne le lui avais pas demandé. J'ai trouvé son carnet un soir en rangeant le linge. Il avait écrit des pages sur ses week-ends avec Marcus. Comment son père était toujours au téléphone. Comment la nouvelle petite amie lui donnait l'impression d'être de trop. Comment parfois il aurait aimé pouvoir rentrer plus tôt. Assise sur le bord de mon lit, je tenais ce carnet comme une bouée de sauvetage. Il n'essayait pas de prendre parti. Il était juste honnête. Je ne le savais pas encore, mais Ethan avait déjà fait un choix. Et quand le moment viendrait, il ne resterait pas silencieux. Il y a un moment dans chaque bataille où l'on se rend compte que sur le papier, on est surclassé. Marcus avait l'argent, l'équipe juridique, la prestance. Il entrait au tribunal avec confiance. J'y entrais en priant pour que la juge voie quelque chose de plus que ce que son avocat voulait qu'elle voie. À la troisième audience, il était clair que leur stratégie n'était pas seulement de plaider pour la garde. C'était de me démanteler pièce par pièce. Ils ont fait venir un conseiller financier pour témoigner de la nature instable des revenus à temps partiel. Ils ont énuméré tous les emplois que j'avais eus depuis le divorce. Chacun temporaire ou à temps partiel. Chacun présenté comme un échec plutôt que comme une question de survie. Ils ont montré une photo de notre cuisine avec de la vaisselle dans l'évier. Une chaise avec un pied manquant, un cache d'interrupteur fissuré. Ils ont fait de notre maison une zone de danger, pas un lieu où vivait l'amour. Je n'avais pas de preuves spectaculaires pour les contrer. Je n'avais pas d'image de caméra cachée ou de messages secrets. Je n'avais pas de témoins pour parler des nuits où je veillais Ethan quand il faisait des crises d'asthme, ou des matins où nous dansions dans la cuisine pendant que je préparais des crêpes avec ce qui restait dans le placard. J'avais Ethan et j'avais la vérité. C'était tout. Je ne savais pas qu'il prêtait une attention si particulière. Je pensais l'avoir protégé de la plupart des choses. Avoir caché le stress derrière mes sourires fatigués et mes nuits d'études tardives. Mais les enfants savent toujours. Ils lisent entre les lignes, même quand vous pensez n'en avoir écrit aucune. Un soir, une semaine avant l'audience finale, j'ai trouvé Ethan à la table de la cuisine avec une feuille de papier et sa boîte de crayons de couleur étalée à côté de lui. Il avait écrit une liste intitulée « Ce que j'aime à la maison ». Le premier point était « Maman me laisse parler de mes sentiments ». Le deuxième était «
Elle fait une cuisine qui sent comme des câlins. Il y avait 14 points au total. Aucun ne coûtait d'argent. Chacun concernait la présence, la constance et la chaleur. Je lui ai demandé à quoi servait cette liste. Il m'a regardé et a dit « Je ne veux pas oublier si je dois le dire à quelqu'un ». Puis il l'a plié et l'a rangé dans son sac à dos. Cette nuit-là, je me suis assise sur le bord de mon lit en tenant un des dessins d'Ethan. C'était une image de nous assis sur le canapé en train de lire un livre, une pile d'assiettes vides sur la table basse, le livre écorné que je lui avais lu au moins 50 fois. J'ai alors réalisé que je ne pouvais pas combattre Marcus avec ses propres tactiques. Je devais cesser de défendre ce que je n'avais pas et commencer à m'ancrer fermement dans ce que j'avais. Carla, mon avocate, m'a demandé si je voulais témoigner à l'audience finale. J'ai hésité. Tout en moi voulait monter à la barre et dire à la juge quel genre de père Marcus avait vraiment été. Toutes les façons dont il m'avait manipulé, nous avait abandonnés, avait traité Ethan comme un accessoire. Mais je savais aussi à quoi cela ressemblerait. Une ex en colère, amère et émotive, essayant de démolir l'homme en costume. Alors, je lui ai dit non. J'ai dit que je voulais laisser mes dossiers parler. Ma présence à chaque conférence parent-professeur, les rapports de santé, la constance de la routine scolaire d'Ethan, la note du conseiller décrivant Ethan comme étant équilibré et en bonne santé émotionnelle. J'ai décidé que je n'allais pas faire de cette affaire une question de Marcus. J'allais en faire une question d'Ethan. J'ai écrit une courte déclaration à remettre à la juge. Elle n'était ni longue ni dramatique. Je lui ai dit que mon fils grandissait dans un foyer où il était vu, entendu et en sécurité. J'ai admis que je n'étais pas riche, pas parfaite, et pas capable de lui donner toutes les choses matérielles. Mais je lui ai aussi dit ce que je pouvais donner. La stabilité, l'amour, le temps, l'honnêteté et une vie sans peur. J'ai remis la lettre à Carla et lui et dit que c'était la seule chose que je voulais que le tribunal entende de ma part. Je ne m'attendais toujours pas à ce que quoi que ce soit change. Je pensais que nous allions entrer dans cette dernière audience et qu'ils allaient gagner. L'argent parle plus fort que le caractère la plupart du temps. Mais je savais aussi que j'étais resté honnête. Je n'avais pas menti, ni exagéré, ni joué de sale tour. Et je n'avais pas mis Ethan au milieu, même si cela aurait été facile. Mais Ethan regardait. Il voyait tout. Et ce que je n'avais pas encore réalisé, c'est que mon silence lui avait montré quelque chose. Que l'amour n'a pas toujours besoin de crier pour être entendu. Que parfois, la force ressemble à rester immobile pendant que le monde essaie de vous faire plier. Et que parfois, la personne que vous protégez le plus s'avère être celle qui s'avance quand cela compte le plus. La salle d'audience était comble pour l'audience finale. On aurait dit le genre de silence qui retient son souffle, comme si tout le monde sentait que quelque chose était sur le point de basculer. Marcus est arrivé avec son avocat, tiré à 4 épingles et impeccable comme toujours. Sa petite amie est venue aussi, assise à côté de lui comme s'ils étaient là pour conclure l'achat d'une maison, et non pour décider de l'avenir d'un enfant. Carla était assise à côté de moi, calme et préparée. J'avais ma déclaration dans mon sac, mais nous avions déjà décidé de ne pas l'utiliser à moins qu'on ne nous le demande. Nous avions tout soumis. Les dossiers scolaires, les lettres des enseignants, les notes du conseiller d'Ethan, même les relevés de présence. Je ne m'attendais pas à ce que cela compte. La juge est entrée. L'honorable Mary Kensington, visage sévère, yeux perçants. Elle avait écouté attentivement tout au long de chaque audience. Elle ne laissait pas transparaître grand-chose, et aujourd'hui ne faisait pas exception. L'avocat de Marcus a été le premier à parler. Il s'est levé et s'est lancé dans un résumé confiant des raisons pour lesquelles Ethan avait besoin d'une vie plus structurée et financièrement stable. Il a mentionné les activités extrascolaires, les options d'école privée, les vacances en famille, des opportunités qu'aucun enfant ne devrait se voir refuser. Il a fait un geste vers Marcus en parlant, comme si Marcus était un brillant exemple de paternité. Quand il a atteint la fin de son argumentation, il s'est tourné brièvement vers moi et a dit « Nous croyons simplement qu'il est dans le meilleur intérêt de l'enfant d'être avec le parent qui peut vraiment subvenir à ses besoins. » Le mot « subvenir » a résonné comme une gifle. J'avais passé les 4 dernières années à subvenir à tout ce qui comptait, même si cela ne venait pas avec des reçus. La juge s'est tournée vers Carla et a demandé si nous avions quelque chose à ajouter. Carla s'est levée, a secoué la tête et a dit « Rien de plus, votre honneur. Notre dossier repose sur les preuves soumises et la discrétion du tribunal. » C'était tout. Pas de discours, pas d'appel de dernière minute, juste la vérité sur papier et une vie entière à être présente. J'ai senti la tension monter le long de ma colonne vertébrale. C'était le moment.
Puis quelque chose d'imprévu s'est produit. Ethan s'est levé. Il était assis à côté de ma mère au dernier rang. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas hésité. Il s'est avancé dans l'allée, a plongé la main dans la poche de sa veste et s'est approché, tenant un morceau de papier plié dans ses deux mains. La pièce s'est figée. Même la juge a levé les yeux. « Excusez-moi » a dit Ethan. « Je sais que je ne suis pas censé parler, mais je pense que la juge devrait lire ceci. » Le greffier a regardé la juge. Elle a fait un petit signe de tête. Ethan s'est avancé, lui a remis le papier et est retourné à sa place sans dire un mot de plus. Il s'est assis, les yeux droits devant, aussi calme que s'il venait de rendre un devoir. La juge a déplié la lettre. La salle était silencieuse, suspendue à sa réaction. Elle l'a lu. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a regardé Marcus. « Monsieur Lang, dit-elle, la voix égale. Êtes-vous au courant de cette lettre ?» Marcus avait l'air confus. Son avocat s'est penché pour lire les premières lignes. La juge a levé la lettre et l'a lue à voix haute. C'était un mot que Marcus avait écrit à un ami. Ethan avait dû le trouver et le garder. C'était négligent et cruel. Marcus avait écrit qu'il ne s'inquiétait pas vraiment pour le gamin, mais qu'il voulait la secouer suffisamment pour qu'elle cède. Il a écrit que le but était d'envoyer un message et de prouver qu'elle ne pouvait pas gagner. Les juges se rangent toujours du côté du parent qui a la meilleure apparence sur le papier. J'ai senti l'air se vider de la pièce. La juge a plié la lettre et l'a posée lentement. Elle a regardé droit dans les yeux de Marcus. « Merci pour votre honnêteté, même si elle était involontaire », a-t-elle dit. « Je pense que nous en avons assez vu. » Bradley Vicks a essayé de se reprendre, mais il était trop tard. Le ton de la pièce avait changé. Marcus s'est agité sur son siège, la mâchoire serrée. Pour la première fois, il avait l'air incertain. La juge nous a renvoyés pour une suspension de séance. Carla s'est penchée et a chuchoté, « Cette lettre vient de changer toute l'affaire. » Je me suis retourné et j'ai regardé Ethan. Il ne souriait pas. Il n'était pas fier. Il avait juste l'air stable. J'ai articulé merci. Et il a hoché la tête une fois, comme s'il comprenait exactement ce qui venait de se passer. Quand la juge est revenue, sa décision a été brève. La garde resterait conjointe, mais la résidence principale d'Ethan resterait avec moi. Le droit de visite de Marcus a été restreint à des week-ends supervisés jusqu'à nouvel ordre. Le tribunal a cité la manipulation émotionnelle et le manque de bonne foi dans sa requête comme raison de la décision. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste respiré. En quittant la salle d'audience, Ethan a pris ma main et a dit « Je ne voulais pas lui attirer d'ennui. Je ne voulais juste pas qu'ils oublient quelle mère tu es. » Je me suis agenouillé et je l'ai serré fort dans mes bras. Ils n'ont pas oublié, ai-je dit. Tu le leur as rappelé. Le lendemain de la décision, je me suis réveillé avant le réveil. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas senti la panique s'installer dans ma poitrine au moment où j'ai ouvert les yeux. Le ciel dehors était d'un bleu pâle et l'appartement était calme. Ethan dormait encore dans sa chambre, blotti contre son ours en peluche. Je suis resté longtemps dans l'embrasure de la porte, à le regarder respirer. Il n'y avait pas de date d'audience imminente, pas de contre-interrogatoire attendant de démolir ma vie. Nous nous en étions sortis. Quand je suis entré dans la cuisine, la lettre était toujours là, dans mon sac comme une relique. Je l'ai relue, non pas parce que j'avais besoin de voir les mots de Marcus, mais parce que je voulais me rappeler à quel point j'avais failli perdre ce qui comptait le plus. Cette lettre ne m'a pas seulement sauvé au tribunal. Elle a fait tomber le masque que Marcus avait si soigneusement construit. La performance, le costume, l'avocat, le charme, tout cela ne signifiait plus rien une fois la vérité révélée. La partie qui me reste le plus en mémoire n'est pas la décision de la juge. C'est Ethan. Il n'a pas fait de discours. Il n'a pas pleuré ni pointé du doigt. Il s'est simplement levé et a dit la vérité. C'est ce qui a tout changé. Plus tard dans la semaine, nous sommes rentrés de l'école ensemble. Il a donné un coup de pied dans un caillou sur le trottoir et a demandé si les choses étaient finies maintenant. Presque, ai-je dit. Ce n'est pas fini pour toujours, mais nous sommes dans une meilleure situation maintenant. Il a hoché la tête. Est-ce que je peux rester ici pour Noël? Tu restes toujours ici, mon trésor, ai-je dit. C'est ta maison. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner pendant qu'Ethan faisait ses devoirs de mathématiques à table. La musique jouait depuis mon téléphone. Rien de dramatique, juste la vie ordinaire. Je l'ai regardé rire à une de ses propres blagues et j'ai vu une légèreté sur son visage que je n'avais pas vue depuis des semaines.
C'est là que j'ai su que nous étions en train de guérir. J'ai repensé à toutes les nuits où j'ai douté de moi. Les fois où j'ai pleuré dans une serviette pour qu'Ethan ne m'entende pas. Les courses où je comptais chaque article 2 fois. Les jours de maladie que je ne pouvais pas me permettre de prendre. J'avais passé tant de temps à me sentir insuffisante. Mais chaque câlin qu'Ethan me donnait, chaque fois qu'il venait me voir en premier avec un problème, chaque rire que nous partagions, c'était mes victoires silencieuses. Le tribunal ne m'a pas défini. Il m'a révélé. J'ai appris que l'amour n'est pas toujours bruyant. Il n'est pas toujours propre, facile ou impressionnant de l'extérieur. Parfois, c'est juste être là chaque jour quand personne ne regarde. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de rester immobile pendant que quelqu'un essaie de faire trembler le sol sous vos pieds. Marcus n'a pas changé. Il envoie toujours des emails essayant de réécrire l'histoire, essayant de réaffirmer son contrôle de manière subtile. Mais maintenant, je ne réagis plus. Je garde des archives. Je ne réponds que lorsque c'est nécessaire. Je n'essaie plus de me défendre contre quelqu'un qui n'a jamais été intéressé par la vérité. Mon énergie appartient ailleurs. Ethan va bien. Son professeur dit qu'il est plus concentré. Il s'est fait un nouvel ami en classe. Il a recommencé à écrire. Pas sur le tribunal, mais sur la science, les dinosaures et des histoires qui n'ont pas tant de poids. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Il se sent en sécurité. Parfois, quand nous marchons ou lisons, il cherche ma main. Pas de mots, juste ce petit geste comme pour dire « Je sais ce que tu as fait. Je sais que tu t'es battu. Je sais que nous allons bien maintenant. » Et c'est le cas. Cette histoire ne parle pas de gagner. Elle parle de protéger. De refuser de disparaître quand quelqu'un essaie de vous effacer. Elle parle de tenir bon, non pas avec colère, mais avec grâce. Elle parle d'un enfant qui a vu la vérité pour ce qu'elle était et a eu le courage de la brandir quand cela comptait le plus. Je n'ai pas sauvé mon fils. Il nous a sauvés tous les deux. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si vous avez vu une partie de votre propre lutte dans la mienne, j'espère que vous retiendrez ceci. Être silencieux ne veut pas dire être faible. Rester gentil ne veut pas dire rester petit. Et même quand vous vous sentez invisible, l'amour que vous donnez compte plus que vous ne le pensez. À chaque mère qui se bat encore, qui tire encore le diable par la queue, qui reste encore debout après avoir été démolie. On vous voit. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez trouvé de la force dans cette histoire, veuillez aimer la vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et commenter ci-dessous. Dites-moi quelle partie vous a le plus touché ou partagez votre propre histoire si vous êtes prête. Et si vous voulez plus d'histoires vraies qui disent la vérité que d'autres essaient de faire taire, abonnez-vous à la chaîne. Votre voix, votre présence, votre soutien, ça compte ici. Merci d'avoir écouté. Merci d'y croire. Nous ne faisons que commencer.